Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans la dernière partie de cette émission où je reçois Miguel Hueto, militante et puis militante des droits de l'homme, juriste également. Avec vous, nous allons parler du verdict qui a été rendu par le tribunal de Cotonou lors de la session criminelle tout dernièrement. Dans le cas de l'affaire Gracia Brunel, nous parlons là de charlatanisme. Miguel Hueto, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour moi un plaisir. Alors, à l'ouverture de ce procès, les attentes étaient légitimes. Tout le monde s'attendait justement à ce qu'on condamne les deux accusés à des sanctions ou à des peines très lourdes. À la fin, uniquement, seul le charlatan a été condamné. Comment est-ce que vous avez apprécié le verdict qui a été rendu? Mais moi, j'ai compris le verdict. Bien que je n'ai pas été satisfaite, je l'ai tout de même compris. Parce que la raison évoquée par le juge, c'est que le bénéfice du doute a prévalu et l'a emporté. C'est ce qui a valu l'acquittement du sieur Gracien, présumé co-auteur dans cette affaire. Et donc, moi, j'ai compris. Je sais aussi que dans l'opinion publique, la chose n'est pas vraiment appréciée. Justement, parce que les populations sont encore, pas les populations, les familles sont encore sous le choc. Vous dites que vous avez compris le verdict, mais comment est-ce que vous l'avez compris? Vous dites que vous n'êtes pas satisfaite. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas satisfaite? Je ne suis pas satisfaite simplement parce que l'opinion publique nous avait présenté le sieur Gracien comme étant co-auteur ou comme étant présumé commanditaire de la mort de Brunel. Et donc, on s'attendait... Pourquoi dites-vous l'opinion publique? Est-ce que ce n'était pas la même perception, c'était la même présentation qui a été faite par le tribunal? Peut-être parce que je suis juriste de formation, parce que vous savez, en droit, tant que l'intéressé n'a pas été reconnu coupable et condamné par une juridiction, il est présumé coupable. Donc, normalement, on ne devrait pas l'accuser tout de suite. Mais comme vous le savez, sous nos cieux, l'opinion publique, quand on vous présente, même quand il y a juste un indice et qu'on vous présente comme, vous intervenez dans une infraction, tout de suite, tout le monde se dit que vous êtes coupable. Même si, plus tard, les juridictions vous acquittent ou vous relaxent, l'étiquette vous est quand même collée et ça, parfois, c'est compliqué à gérer. Donc, moi, j'ai compris la décision et tout simplement dire que le juge n'a pas eu les éléments qu'il fallait pour associer l'intéressé au crime qui a été commis. Et donc, purement et simplement, il a relaxé l'autre. Selon vous, quel élément complémentaire le juge devrait avoir? Oui. Élément complémentaire, c'est des indices de façon vraiment, ou des éléments qui lui prouvent que l'autre était vraiment coupable. Parce que quand vous avez suivi le procureur, vous vous rendez compte que jusque-là, il n'y a pas d'éléments qu'on puisse toucher. Il n'y a pas vraiment de preuves palpables. Simplement, celui qui est condamné avait évoqué ou avait c'est lui qui, justement, a fait intervenir son second, comme quoi c'est lui qui avait commandité le meurtre. Et semble-t-il qu'il l'a reconnu également? Oui, il semble. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Nous n'étions pas au procès. Il semble qu'il aurait reconnu. Mais une chose est de reconnaître, de faire des aveux. Une chose est de voir les circonstances dans lesquelles les aveux ont été obtenus. Et l'autre chose, c'est vraiment de pouvoir apporter les preuves de ce qui est allégué est vrai. Et je pense que le juge n'a pas eu suffisamment d'éléments dans cette affaire pour condamner le sieur Gracien. Alors, le ministère public avait requis la perpétuité pour les deux accusés. Le tribunal n'a pas suivi. Est-ce que le procureur a demandé dans sa réquisition et allé trop loin aussi? Non, parce que ils ont été inculpés de quoi? D'assassinat et de pratique de charlatanisme. Oui. Et quand on se réfère au code pénal, la sanction la plus sévère, c'est la réclusion à perpétuité. Et ce n'est que ce qu'il a demandé. C'est ce qu'il a requis. Et dire que le juge ne l'a pas suivi, je pense que c'est trop dire. On va simplement retenir que le juge a apprécié en fonction des éléments dont il disposait et malheureusement n'a pas réussi à établir le lien qui pourrait faire peser une culpabilité sur le jeune de 22 ans qu'on a tout simplement acquitté. Il faut dire qu'après ce verdict, le procureur a interjeté appel. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette action? On doit attendre d'abord de voir si le procureur aura à ajouter de nouveaux éléments au dossier pouvant permettre au juge... Je ne vous arrête pas, mais à l'étape actuelle, vous pensez qu'il peut avoir de nouveaux éléments?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais c'est possible qu'il puisse recueillir d'autres éléments pour faire infléchir le juge. Et donc, au niveau de l'appel, on s'attend à deux situations. Première situation, c'est que le procureur n'aurait pas eu tous les éléments qu'il faut pour que le juge le suive dans sa réquisition. Et donc, le juge sera obligé de confirmer la première décision intervenue au niveau du tribunal de première instance. Ou alors, le procureur aurait ajouté de nouveaux éléments pouvant l'aider, je vais dire comme ça, à obtenir ce qu'il réclame dans sa réquisition. Je voudrais dire aussi que c'est normal que l'opinion publique n'accepte pas le verdict. Justement. C'est tout à fait normal parce que une vie n'a pas de prix et ça fait mal. Vous voyez, le monsieur est condamné à perpétuité, mais pour autant, ça ne ramène pas la petite Gracia à la vie. Donc, c'est juste une sanction. 30 millions également, je crois bien. C'est bien ça? C'est ça. 30 millions d'amende. Comment pourra-t-il les payer? Ça, c'est une grosse interrogation, puisqu'on sait qu'il aurait commis le forfait pour une modique somme de 18 000 francs CFA. Et donc, quand vous dites que quelqu'un qui, à la limite, a besoin de survivre, sinon qu'il n'aurait pas pris 18 000 francs, on se pose la question de savoir si il est en mesure de payer les 30 000 quand on repart à ce goût d'inachevé et qu'on revoit un peu le verdict qui a été rendu, il y a des acteurs, mettons, qu'on oublie dans cette analyse qu'on est en train de faire, les avocats. Ont-ils joué un rôle pertinent pour obtenir, par exemple, pour que le tribunal ne condamne pas également ou à perpétuité ou pour une autre sanction, le commanditaire? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, vous savez, ce fait a ému tout le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le procureur s'était auto-saisi du dossier. Et cette pression sociale, ou si vous voulez populaire, qui appelait à une sanction, appelait à une sanction exemplaire, c'était l'expression utilisée, avait un peu comme... une condamnation à l'avance, vous voulez dire? Voilà, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'issue pour tous ceux qui observaient de loin. On se disait qu'il n'y avait pas d'issue pour ces deux mecs-là. Bon, la justice étant ce qu'elle est, et nous, en dehors, on ne comprend pas toujours comment ça fonctionne. Donc, on est resté dans cette dynamique-là de dire, ils ont tué la petite, et forcément, ils vont être condamnés. Mais voilà, la justice a son mode de fonctionnement, et le juge a tranché. Encore une fois, sa décision s'impose à tous. Oui, sa décision s'impose à tous, mais finalement, est-ce que ce verdict n'est pas un peu amer quand on quitte le sentier complètement du droit et qu'on parle des droits humains? Est-ce que ce n'est pas amer quand on sait surtout que, je crois, en 2018-2019, il y a eu beaucoup de disparitions d'enfants, les crimes rituels, qu'il y a eu également une cybercriminalité vraiment accrue, le phénomène s'est accru. Est-ce que finalement, le verdict là n'est pas amer et est-ce que ça n'encourage pas d'autres personnes indélicates à aller toujours commettre ces crimes-là? Je ne pense pas. Amer, on peut accepter ça parce que pour celui qui a été acquitté, quand on se penche du côté du monsieur acquitté, on peut dire que la décision n'a pas vraiment satisfait tout le monde. Par contre, quand on se réfère à la condamnation, on est content. Vous savez que la peine de mort n'existe plus chez nous. Absolument. Et si elle existait, peut-être qu'on aurait fait recours à cela. C'est pour dire que c'est la sanction la plus ultime qu'on aurait pu lui infliger, et c'est ce qu'il a reçu justement. Maintenant, quant au second, à partir du moment où on n'a pas pu établir une relation entre lui et ce qui s'est passé, on ne peut pas, à la date d'aujourd'hui, dire qu'il est coupable et de se faire réclamer ou demander au juge de lui appliquer. Très bien. Miguel Cueto, juriste, militante des droits de l'homme également, des droits humains également. On n'a pas vu les associations de défense des droits de l'homme sur ce terrain. Alors, du tout pas. Après l'appel qui a été interjeté par le procureur, les associations n'ont pratiquement rien fait. Est-ce que cette pression n'aurait pas payé également si elle avait été faite même en amont? Non. Vous savez, le juge, il est, à la limite, il est indépendant. Il est indépendant. Il devient juge non seulement parce qu'il a les compétences et les capacités, les expériences mais aussi il a
ce qu'on peut appeler son intime conviction. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que les tests de loi lui demandent de faire, au-delà de la pression populaire qu'il peut subir, au-delà de lui-même en tant qu'individu, ce qu'il peut ressentir devant ce fait-là, il lui revient en toute responsabilité de prendre une décision. Et donc, en se référant donc à cette probité-là dont il doit pouvoir faire preuve, on se dit que le juge a bien rendu sa décision. Et nous, en tant que militants des droits humains, ou même les associations auraient fait pression, que je ne vois pas forcément l'impact que cela aurait eu. Parce que le juge, sa décision reste, je vais mettre ça en guillemets, souveraine. Bien sûr, on a fini cet entretien. Oui, les associations auraient pu faire pression que ça n'allait pas changer le cours des choses. Mais finalement, qu'est-ce qu'elles ont fait? Même si ce n'est pas pour faire changer le cours des choses, qu'est-ce qu'elles ont fait? Parce que on aurait bien aimé voir ces associations pas seulement condamnées là, puisque ça se fait pratiquement tout le temps, mais quels mécanismes mettent en place ces associations? Est-ce qu'il y a de la sensibilisation? Qu'est-ce qui se fait pour qu'au moins on assiste moins à ces cas dans notre société? Ils ne peuvent pas aller arrêter les commanditaires, on le sait, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces associations? Et on va finir cet entretien. Je ne suis pas là pour les défendre. Seulement, je peux vous dire que les leviers dont disposent les associations ou même les militants de droits humains, c'est d'abord la dénonciation, c'est de lever la voix lorsque ça ne va pas, c'est d'attirer l'attention. Et je dois peut-être vous dire que, ou vous rappeler à votre attention, que en tant que militants, c'est un travail de tous les jours que nous faisons, de sensibiliser. Et l'article 26 de la Constitution, normalement, impose à l'État de vulgariser les tests. Vous savez que le Code pénal prescrit un certain nombre de choses, mais quand le citoyen ne sait pas, comment est-ce qu'il peut éviter de tomber dans les travers tracés par ces tests-là? Et donc, sensibiliser, informer, ce n'est pas que de la responsabilité des organisations, ni des militants des droits humains, mais c'est aussi la responsabilité des journalistes, des médias. Et c'est ce que nous faisons déjà. Et c'est ce que vous faites. Oui. Donc, je vous dis merci déjà pour ce plateau et vous dire que c'est ensemble que nous allons y arriver. Nul ne sera de trop. Nous allons nous donner la main pour faire réfléchir tout ça. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes juriste et militante des droits de l'homme. Miguel Hueto, vous étiez notre invité pour justement revenir sur le verdict qui a été rendu par le tribunal de Cotonou dans l'affaire Gracia Prunel Sossou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, merci. C'est la fin de cette émission. Retrouvez Gabin Goubéi pour le prochain numéro. Ce sera la semaine prochaine. Merci et à bientôt.